Bien le bonjour. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce concept de vidéo, je vous avoue que ça me stresse un petit peu, mais j'avais trop envie de le reprendre. À savoir que du coup, pour cette année 2026, j'ai décidé de me remettre à la lecture. Et donc du coup, de refaire mes vidéos bibliothèque comme je le faisais il y a des années en arrière et que j'avais abandonné parce que il s'est passé plusieurs choses qui ont fait que j'avais plus trop l'envie et j'ai perdu l'envie de lire aussi. Donc du coup, voilà, c'était un peu compliqué, mais là, maintenant que j'ai du temps libre et que je m'ennuie beaucoup, j'ai décidé de reprendre ma lecture. Donc du coup, j'ai repris les livres papier et aussi du coup les livres audio comme je faisais à l'époque, parce que j'aime beaucoup les livres audio. Et donc du coup, j'ai décidé de reprendre le concept, de faire une vidéo par mois en parlant des livres que j'ai lus durant le mois précédent. Donc là, je vais vous parler des livres que j'ai lus pour ce mois de mars. À savoir que le mois de mars a quand même été mon mois le plus productif parce que, genre, pour l'instant, c'est le mois où j'ai le plus lu. je suis en flèche là, je suis contente d'avoir réussi à reprendre un rythme que vraiment, même à l'époque où j'avais commencé à lire, je n'avais pas. Alors évidemment, beaucoup d'années sont passées, donc j'ai pris en maturité, donc forcément, voilà, maintenant j'ai plus de facilité à me plonger dans un livre et surtout, j'ai beaucoup plus de temps libre, si je puis dire. En tout cas, j'arrive mieux à me plonger dans les livres que je lis, donc ça me permet de mieux lire, mieux apprécier la lecture et surtout, je vais dans des styles que je sais qui vont me plaire. Voilà, j'essayerai évidemment de m'aventurer sur des sentiers inconnus, hein, voilà. Mais pour l'instant, je préfère rester avec ce que je connais pour être sûre de ne pas trop être déçue. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont revenir au fil du temps parce que voilà, je commence ce monde de lectrice, donc il faut bien que je découvre les, comment on dit, discographie, c'est pour les musiciens, bibliographie, maybe, I don't know, peut-être. Oui, aussi, j'ai décidé de mettre un petit, comment dire, moyen de notation, si on veut, un code couleur. Je vais reprendre le même code couleur que j'utilise pour quand je note les comebacks de K-pop que j'écoute. C'est-à-dire, du coup, la couleur bleue, c'est vraiment quand c'est un coup de cœur, genre un big coup de cœur. Je l'adore, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'aime ce livre. En vert, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés, voilà, que j'ai appréciés, que j'ai passé un très bon moment à lire, voilà, que des avis positifs. Jaune, ça va être un petit peu la catégorie fourre-tout, parce que c'est un peu en mode mitigé, en mode j'ai pas passé un mauvais moment, mais il y a trop de défauts pour dire que j'ai adoré lire ce livre. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, à chaque fois, je vais détailler un petit peu mes propos avant de... Voilà. Orange, ce serait plus un j'ai pas apprécié, genre vraiment. Et ensuite, bon, la catégorie rouge, ça sera vraiment les abandons, quoi, voilà, les GDNF, les livres. Mais normalement, si j'ai pas fini un livre, je vais éviter d'en parler. Et puis en plus, dans ma vie, ça m'est... Ah, j'allais dire ça m'est pas arrivé, mais en fait, si ça m'est arrivé une fois, enfin, une fois sur 2 livres, j'ai give up Misery de Stephen King, mais c'est plus parce que du coup j'étais plus trop dans la lecture et que j'arrivais pas à me mettre dedans. Et ça avait rien à voir avec le livre, c'était juste moi, j'étais dans une phase de ma vie où j'arrivais pas à lire. Et au même moment, j'ai arrêté Love Simon aussi que je lisais, mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'aimais plus lire, c'est juste parce que ce livre m'ennuyait. Voilà. Donc Misery, je le relirai un peu plus tard dans ma vie, je l'ai toujours, je le relirai. Et Love Simon, je l'ai revendu, donc voilà, je ne le relirai pas. Parce que j'en ai pas trop l'envie. Bref, je vais vite fait lister les livres que j'ai lus en ce début d'année 2026. Alors, j'ai oublié déjà, c'est lesquels. Non, oui, en livre audio, j'ai écouté Lumière Noire de Lisa Gardner, Prime Time de Maxime Chatham, et À retardement de Franck Tillier. Voilà. Et en livre papier, ça m'a mis 2 mois pour le lire, enfin pour le relire, Les yeux de Slimane Baptiste Berroun, qui est l'un des premiers livres dont j'ai parlé dans ma vidéo bibliothèque numéro 1. Voilà, mais j'avais eu envie de le relire parce que je me suis dit pour reprendre la lecture,
autant reprendre des livres que je sais que j'ai aimés. Surtout qu'en plus, je m'en souvenais absolument pas. Et c'est le cas pour la majorité des livres que j'ai déjà lus, donc ça va m'arriver très fréquemment de dire que j'ai relu un livre. Parce que, bah, genre, si je m'en rappelle pas, mais que je me rappelle que je l'avais apprécié, bah, j'ai quand même envie de... Voilà, maintenant que je suis plus dans un mood posé où je sais que je peux être concentrée, je vais les relire. Que ceux que j'ai envie, voilà. Si je devais donner des notes, je dirais prime time, lumière noire et les yeux, je mettrais un vert. Et à retardement, plus un jaune. Parce qu'il y a quelques trucs qui m'ont... Voilà. Mais c'est pas ces livres-là dont je vais parler. Ceux-là, je les ai juste évoqués vite fait pour... voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, le premier livre dont j'ai envie de parler, c'est un livre que j'ai techniquement fini fin février. Mais je vais le mettre dans cette vidéo parce que ça rajoute du contenu. Donc, voilà. Quitte à parler de livres, je me suis dit que celui-là, j'allais en parler quand même. Ça s'appelle Amstramgram de M.G. Ulrich. Je sais pas si je le dis bien. Attendez, je l'ai lu en livre audio parce que j'ai découvert un truc génial, c'est que avec Spotify Premium, on a tant d'heures d'écoute de livres audio par mois. Alors moi, j'ai rajouté l'extension, donc ça me fait que j'ai 27 heures d'écoute par mois, ce qui est beaucoup, voilà. Comment dire? En fait, ce qu'il y a de trop bien, par rapport à Audible, c'est que Audible, c'est tu achètes un livre et tu écoutes ce livre. Alors ok, t'as pas de limite de temps, tu peux écouter X temps que tu veux, tu peux l'écouter X fois que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'une fois que t'as acheté le livre audio, si tu l'aimes pas, t'es bloqué avec. Donc t'es là, t'es en mode... bah merde, quoi. Tandis que sur Spotify, non seulement bah tu peux... tège un livre, si jamais tu l'aimes pas, tu peux l'arrêter et en commencer un autre parce que c'est par temps d'écoute. Voilà. Et tu peux varier et voilà, j'aime beaucoup cette fonctionnalité. Merci beaucoup. Alors le livre de M.G. Ulrich, je vais juste dire Amstramgram parce que je ne sais pas vraiment comment prononcer le nom de l'auteur. C'est que j'étais tombée sur une vidéo Instagram de quelqu'un qui faisait les éloges de cet auteur et qui avait, comment on dit, résumé le livre avec juste le tout début. 2 victimes prises au piège, une seule issue, tuer ou être tué. 2 jeunes gens sont enlevés et séquestrés au fond d'une piscine vide dont il est impossible de s'échapper. À côté d'eux, un pistolet chargé d'une unique balle et un téléphone portable avec suffisamment de batterie pour délivrer un terrible message. Vous devez tuer pour vivre. Les jours passent, la faim et la soif s'intensifient, l'angoisse monte jusqu'à l'issue fatale. Les enlèvements se répètent, ce sont les crimes les plus pervers auxquels le commandant Helen Grace ait été confrontée. Si elle n'avait pas parlé avec les survivants traumatisés, elle ne pourrait pas y croire. Hélène connaît les côtés sombres de la nature humaine, y compris la sienne. Pourtant, cette affaire et ses victimes, apparemment sans lien entre elles, la laissent perplexe. Rien ne sera plus différent que la vérité. C'est de la merde! Voilà, je me suis fait chier avec ce livre. Il y a énormément de points négatifs, donc je l'ai mis en jaune parce que ce n'est pas non plus une torture. Mais quand on te vend ce livre en te disant le livre commence sur 2 victimes séquestrées au fond d'une piscine vide et ils doivent tuer l'autre pour être vivant et être relâchés, t'es en mode waouh, c'est incroyable, thriller psychologique et tout, qu'est-ce qui va se passer entre les deux, qui va tuer qui, comment va être exploitée l'angoisse et tout. Ce dénouement arrive au bout de 2 chapitres. Allez, 4, je suis gentille. C'est-à-dire, c'est le point de départ du livre. Ils sont au fond de la piscine. Il y en a un des deux qui pend l'autre, qui se fait retrouver par les flics. Et that's it. Voilà. Et après, on enchaîne sur d'autres séquestrations du même gabarit. À chaque fois dans des lieux différents. Mais je sais pas comment expliquer. Il y a beaucoup de points qui m'ont... Voilà, je vais essayer de suivre mes notes pour être concise parce que si je commence à partir en improvisation, ça va pas le faire. Premier point négatif du livre, et ça c'est un point commun avec beaucoup de livres que j'ai lus, il y a énormément de noms propres, de noms de personnages, et des fois ils changent. Soit parce que un coup l'auteur va l'appeler par son prénom, un coup l'auteur va l'appeler par son nom de famille. Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, notamment en France. Bon, lui, il est anglais, mais en France, il y en a beaucoup qui font ça, et c'est très frustrant parce que t'oublies que c'est le même personnage. Je sais que c'est pour éviter les trucs de répétition, mais genre, c'est juste pas agréable à la lecture.
Mais aussi, il y a dans le livre 2 personnages qui ont changé d'identité. Voilà, je ne dirai pas le contexte du pourquoi, du comment, parce qu'il y en a un de deux, j'ai même pas compris pourquoi. Mais en fait, à partir du moment où on apprend leur ancienne identité, et ben, l'auteur commence à les appeler par cet ancien prénom-là plutôt que le nouveau. Donc c'est chiant à suivre. Ensuite, le plus gros défaut du livre, et peut-être un des trucs qui m'a le plus saoulé en tout cas, il n'y a aucune temporalité. Il y a Voilà, je parle de temporalité, il y a ma montre qui râle. Il n'y a aucun indicateur de temps. Tu ne sais pas combien de temps s'écoule entre 2 victimes. Tu ne sais pas combien de temps sont restés dans la piscine le couple du début. Tu ne sais pas combien de temps il y a entre ce couple-là enfin, l'un des deux a été libéré et le duo suivant qui se fait séquestrer et à qui il arrive globalement la même chose, juste ils sont pas enfermés au même endroit. Et t'es en mode, bah, c'est un peu, voilà. Des fois, en fait, il y a juste des petits indicateurs de temps qui te disent ça fait des semaines et des semaines. Mais en fait, t'as l'impression que le chapitre que tu viens de lire s'est passé la veille. Donc, il n'y a aucun moyen vraiment de, voilà. Tu sais pas combien de temps les victimes restent enfermées. Tu sais pas, en fait, tu sais même pas si, comment expliquer? Tu ne sais pas si la meurtrière, parce que on le sait dès le début que c'est une femme, tu sais pas si elle les enferme tous à peu près en même temps ou si elle attend que le premier duo s'en soit sorti, enfin que le jeu soit fini entre les deux pour passer au suivant, ou si elle les enchaîne, ou parce qu'ils sont pas du tout au même endroit à chaque fois. Donc est-ce que quand le couple était dans la piscine, elle avait déjà séquestré le duo suivant que après seulement on va commencer à suivre? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair, mais c'est pas clair dans le livre non plus, donc c'est chiant. Et du coup, aussi, on ne sait pas à quelle vitesse l'enquête elle avance. On ne sait pas combien de temps ça leur prend pour c'est quoi le verbe? Pour récolter. Voilà, on ne sait pas combien de temps ça leur prend pour récolter tous les indices. Et en fait, ça patauge. Et en fait, c'est très perturbant parce que tu sais pas combien de temps se passe. T'as l'impression qu'un truc se passe du jour au lendemain, mais on t'apprend que ça fait 2 semaines. Et t'as l'impression que ça fait des mois et des mois que les trucs, pardon, que les victimes sont enfermées, mais en fait, on t'apprend que ça fait seulement 1 semaine. T'es en mode, c'est pas logique, soyez consistant, soyez logique. Enfin, c'est très perturbant parce que du coup, t'arrives pas trop à suivre et à te situer dans l'espace-temps. Tu ne sais pas, même pas combien il y a de temps entre le début du livre et la fin. C'est juste ça déjà. Tu sais pas combien de temps s'est écoulé. Il peut très bien s'être écoulé 2 semaines, comme 6 mois, comme 3 ans. Tu ne sais pas. Et d'ailleurs, tu sais pas combien de temps met l'enquête pour avancer parce que l'enquête n'avance pas vraiment. On tourne en rond et en fait, il y a beaucoup de très très bonnes idées, notamment le modus operandi. Mais tout est mal exploité. C'est-à-dire que ce modus operandi est génial. Tu kidnappes 2 personnes, tu les enfermes dans un endroit où ils ne peuvent pas sortir. Il y a un flingue et un téléphone, avec comme seule consigne que l'un des deux doit mourir pour que l'autre soit libéré. Et donc du coup, on pourrait beaucoup plus s'attarder sur ça, le passé des victimes, leurs liens, parce que généralement, ce sont des gens qui se connaissent, qui sont enfermés. Le premier duo, c'est un couple, donc un homme et une femme, qui sont ensemble depuis des années. Le deuxième duo, ce sont des collègues de bureau qui, soit dit en passant, se détestent. Le troisième duo, c'est mère et fille. Le quatrième duo, qu'est-ce que c'est déjà? J'ai oublié. Ah, c'est 2 prostituées qui travaillent ensemble. Voilà. Et quatrième duo, on est sur... je ne peux pas trop dire, parce que ça spoilerait. Voilà. Et le dernier duo, aussi je dirais pas parce que ça spoil. Voilà. Mais du coup, il y a tellement de choses intéressantes à faire, et au final, il n'y a rien. Et même ce couple du début, on ne sait rien d'eux, en fait. On a des points de vue en narrateur interne de chacun des deux, de l'homme et de la femme, avant le fait que l'un des deux pampan l'autre et s'échappe. Mais on n'a pas d'approfondissement vraiment de personnage. Mis à part peut-être sur le personnage survivant, on en apprend un petit peu plus sur sa vie parce que l'enquêtrice va aller, comment on dit, l'interroger pour savoir comment ils se sont tous les deux retrouvés là, etc. etc. Et c'est grâce à ce survivant qu'on apprend que le coupable, ou du coup la coupable, est une madame. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, autre truc qui est mal exploité, et c'est dommage parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Des fois, dans le livre, c'est parsemé de petits chapitres flashback à la première personne
qu'on devine être le passé de la tueuse. C'est-à-dire que des fois, on a des points de vue première personne d'une enfant psychologiquement instable et qu'on se doute fortement qu'il s'agit de notre tueuse, mais on ne connaît pas son identité. Et du coup, on voit tout ce qu'elle a vécu et je me suis dit, ça va faire une remontée de toute sa vie, de tous les traumatismes qu'elle a vécu, jusqu'à arriver au moment présent et de pourquoi elle fait ça. Au final, c'est pas totalement ça qui se passe parce qu'au bout d'un moment, on a complètement zappé les chapitres comme ça. Genre, il y en a très peu et ça dure jamais très longtemps. Mais je trouve ça trop dommage parce que ça aussi, c'est une très bonne idée, mais mal exploitée. On y revient. C'est-à-dire que, genre, c'est un truc, je sais plus dans quel autre livre j'avais vu ça. Juste derrière moi, de Lisa Gardner. C'est exactement la même chose. On a le passé en point de vue première personne du suspect numéro 1 de la police d'un crime qui s'est passé dans la ville. Et du coup, on arrive petit à petit en flashback au moment présent. Et c'est grâce à ça qu'on découvre si oui ou non, c'est bien lui le coupable du crime dont il est accusé. Je ne vous spoilerai pas parce que ce livre est une... Je sais pas si j'ai envie de le relire, mais c'est mon livre préféré d'Lisa Gardner, je l'aime d'amour. Bref, ça c'est très bien fait, mais... Habituez-vous à ce que je fasse les éloges de Lisa Gardner et que je n'arrête pas de la prendre comme point comparatif à tout le monde parce que c'est une putain d'autrice géniale. Voilà, bref, tout ça pour dire, encore une fois, bonne idée, mal exploitée et ça en devient frustrant. Ce qui est aussi très très frustrant, c'est le personnage d'Ellen Grace qui est insupportable. Je crois que franchement, elle fait partie de la liste des personnages de fiction que j'ai le plus détesté de ma vie. Mon Dieu, elle est chiante, mais elle est chiante, t'as envie de lui mettre des patates. Et je vous jure, genre, premier degré, je parle toute seule quand je lis, mais aussi quand j'écoute mes livres audio. Quand j'écoute mes livres audio, je me fais des réactions à moi-même. Je suis toute seule dans ma chambre et je suis en mode, mais putain, mais quelle conne, réfléchis avec ta tête, espèce de débile. Genre vraiment, faudrait me filmer un jour parce que j'étais vraiment vénère contre elle. Je saurais pas quoi dire comme exemple, tellement elle me... Ah! Si, oui, je sais, un truc que... Alors, je spoil pas, je vais dire un élément de l'intrigue. Mais en gros, à un moment donné, on découvre qu'il y a une taupe dans la brigade parce qu'il y a quelqu'un qui a fourni des documents officiels des interrogatoires des victimes à une journaliste... non, à une avocate, pardon. À une avocate qui est la suspecte numéro 1 des flics. Et donc Hélène, elle a deux subordonnés, Marc et Charlie, et elle va penser que c'est eux parce que c'était soi-disant les deux seules personnes qui étaient au commissariat le jour J. Et donc elle va aller faire un interrogatoire à Charlie, mais genre ce n'est même pas un interrogatoire, je vous jure c'était une torture psychologique. Je me suis sentie trop mal pour le personnage de Charlie, j'étais en mode mais bichette, elle est en train de se faire massacrer de tous les côtés. Elle est en mode t'étais où? Avec qui? Tu faisais quoi? Et en fait le truc c'est qu'elle avait un alibi? Oui, c'est ça le mot. Elle avait un alibi puisqu'elle était en train d'enquêter sur quelque chose d'autre à la bibliothèque municipale ou je ne sais pas quoi. Mais bref, il y a quelqu'un qui a pu confirmer en témoignage que Charlie n'était pas au commissariat ce jour-là, donc ça ne pouvait pas être elle. Sauf que Hélène a fait croire à Charlie que son témoin avait menti, en mode elle nous a tout avoué, elle nous a dit que tu n'étais pas à la bibliothèque ce jour-ci, ça veut dire que tu nous as menti, où est-ce que tu étais? Hein Charlie? Genre vraiment, elle lui a fait de la torture psychologique, elle était en mode non mais je sais pas, je vous jure c'est pas moi, je vous... En plus le comédien, c'était une femme? Non, c'était une femme. La comédienne qui lit le livre, ça aussi j'en reviendrai dessus après, les comédiens qui lisent les livres, bref, elle était vraiment dedans et genre ça m'a brisé le cœur en mode Charlie qui pleure parce que sa supérieure est en train de l'accuser de quelque chose qu'elle sait qu'elle est parfaitement innocente puisqu'elle a un témoignage valide du fait qu'elle n'était pas au commissariat ce jour-là. Mais bref, elle l'a cuisiné pour qu'au final elle lui dise non mais en vrai depuis tout à l'heure je t'ai menti, ton alibi il est béton, je sais que c'est pas toi. Tu viens de lui faire de la torture psychologique pendant 1 heure pour rien parce que tu savais que c'était pas elle la coupable. On parle de notre personnage principal là. Hein. Mais attendez, parce qu'il y a pire. Je vous ai dit, elle a un deuxième subordonné qui s'appelle Marc. Et lui, mais alors lui, il n'a même pas eu droit à l'interrogatoire. Elle a tout de suite envoyé un papier au chef du commissariat pour dire Marc a envoyé des données confidentielles à la suspecte numéro 1. Genre en mode, elle l'a accusé direct sans preuve. En mode, puisque c'était pas Charlie, c'était forcément Marc. Mais vous êtes sérieux? Genre,
sérieux. Elle est même pas allée le voir pour lui demander sa version des faits. Elle est juste allée le voir pour lui dire « Ok, bah écoute, je sais que c'est toi et donc du coup j'ai déjà envoyé une lettre, tu vas être virée. » Et lui, il était en mode « Mais t'es sérieuse, genre? Mais j'ai jamais pu faire ça. » Et spoiler alerte, non, c'est pas lui. Genre, elle l'a vraiment accusé sans preuve, un innocent. Elle a détruit sa vie, sachant qu'en plus, elle savait très bien dans quel état mental il était déjà fragile, puisque c'est elle qui a réussi à le faire arrêter de boire suite à son divorce. Divorce qui lui a niqué sa santé mentale, il était vraiment pas bien. C'est Hélène qui l'a sorti du fond du trou. En plus, elle a manipulé ses sentiments pour... Voilà, alors que lui, il était amoureux d'elle et qu'elle le savait pertinemment, pour après lui planter un couteau dans le dos comme ça. Encore une fois, on parle de notre personnage principal. Ah oui, et aussi, une fois qu'elle est allée voir Marc et qu'elle lui a dit qu'elle lui avait gâché la vie, elle s'est dit sa réaction était peut-être un petit peu trop sincère, je me serais trompée. Sans déconner. Donc du coup, elle commence à enquêter sur la top. C'est peut-être ça qu'il fallait faire avant d'accuser Marc sans preuve, tu penses pas? Et du coup, bah, elle a découvert que c'était pas lui. Elle était en mode ah, eh ben je m'ai trompée alors. Mais surtout, elle a plus enquêté sur la top que sur l'enquête de base qui est de retrouver cette putain de meurtrière. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bah la meurtrière, elle continue de séquestrer des innocents. Bah oui, et voilà. Et du coup, elle est en mode j'étais tellement focus sur le fait de trouver la top que j'en ai délaissé l'enquête principale et maintenant à cause de moi, telle personne a été enfermée et prise par la tueuse. Sans déconner. Et après ça, j'ai découvert que le personnage d'Hélène Grace allait avoir sa propre saga et que ça, c'était que le tome 1. Jamais de la vie, vous me ferez lire un seul autre tome. Je ne veux plus jamais voir ce personnage de ma vie. J'ai vu que l'un des autres tomes de cette saga avec Hélène Grace en personnage principal était dans ma wishlist. Je peux vous dire que je l'ai vite supprimé. De toute façon, cet auteur, on est là. Cet auteur a inventé la folie. C'est un auteur incroyable de thriller psychologique. Il n'y a rien de psychologique. Il n'y a rien qui tient debout et c'est juste chiant. Putain, j'ai mis que jaune, mais je suis... En m'entendant parler, j'ai envie de mettre orange. Je resterai sur jaune. Ah oui, oh putain, mon dieu. Genre, ça, j'ai envie de mourir de rire. Vous voyez, le modus operandi de la tueuse, c'est d'enfermer deux personnes et de dire l'un des deux doit mourir. Et c'est à vous de choisir. Donc, vous faites au pif. Et le personnage d'Hélène Grace a dit, alors j'ai plus la phrase mot pour mot, mais elle a dit une phrase du style « Cette tueuse enferme ses victimes et les fait participer à Amstramgram diabolique ». Je veux bien hein, qu'il faut justifier les titres. Mais là, on avait compris hein, le Amstramgram, piqué, collégramme et tout ça. Il n'y avait pas besoin de dire les victimes sont livrées à un Amstramgram diabolique. Ah, ma folie va bien au-delà de 50 nuances. Maintenant, je vais un peu parler de la fin. Je vais essayer de spoil le moins possible. Mais je vais quand même être obligée de dire certaines choses. Mais avant de skip, parce que vous voulez pas vous faire spoil, il faut quand même que je dise un truc parce que je veux pas que vous soyez frustrés là-dessus. Normalement, un bon thriller, un bon polar, tu te dis à la fin quand tu vois des dénouements, putain, c'était sous mes yeux depuis le début. Quand c'est super bien écrit et que l'auteur arrive parfaitement à manipuler ses lecteurs, t'es à la fin et quand tu as le résultat sous les yeux, tu remets toutes les cases dans l'ordre et t'es en mode oh my god, comment j'ai pu passer à côté de ça? Mais oui, c'était évident et tout machin. Ça, c'est la best réaction. Si t'as cette réaction quand tu lis un thriller policier, c'est qu'il est bien écrit. Là, non. Et pas parce que c'était évident. Non, parce que ça sort du trou du cul de je ne sais où. Il n'y a aucune cohérence. C'est cette solution parce que l'auteur a décidé que ce serait ça. Mais il n'y a aucun indice parsemé en amont. C'est la policière qui dit c'est elle, est en mode mais c'est qui elle? On n'en a jamais entendu parler juste avant. Qui c'est qui est tombé? Oh, j'ai même une peluche qui tombe pour vous dire. Reste derrière toi. Bref. En fait, en gros, alors là je vais commencer un petit peu la partie spoiler. C'est pas tant spoiler, je ne vais pas dire l'identité du tueur quand même, mais en fait, quand il y a eu des victimes qui ont été kidnappées chez eux, eh bien, la police se sont rendues du coup chez eux et ont fait des tests ADN sur à peu près toute la maison pour vérifier s'il n'y avait pas de traces d'ADN de quelqu'un qui aurait pu être suspect. Et donc, ils ont fait une liste de tous les ADN correspondant
à des gens qui ont un casier judiciaire, qui sont déjà retrouvés en prison ou autre, et dont la police a une trace d'ADN, et ils ont fait correspondre avec toutes les ADN présents dans la maison. Et donc les ordinateurs suprapuissants ont sorti une liste. Et quand ils ont eu cette liste sous les yeux, et ben Ellen Grace, elle a regardé la liste, et il y a un nom sur la liste de quelqu'un qu'elle connaissait, visiblement, et elle a tout de suite compris, et elle a tout de suite fait le lien avec les victimes. Parce qu'on nous dit les victimes, elles n'ont pas de lien entre elles, mais en réalité, évidemment, elles en ont une. Et quand Ellen Grace voit ce nom sur cette liste de suspects, c'était même pas une liste de suspects, c'était une liste d'ADN correspondants, elle a tout de suite compris que c'était elle. Mais cette personne, on n'en avait jamais entendu parler avant. On ne savait pas qui c'était, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait fait, et elle n'avait aucun lien avec le personnage de Hélène, jusqu'à ce qu'on apprenne qui elle était vraiment. Qui ça sort du trou du cul du monde. On aurait pu avoir tout ça dans les chapitres en première personne qui montraient le passé de la... le passé de la tueuse. Mais c'est pas le cas. Et du coup, t'es en mode... C'est très frustrant parce que ça sort de nulle part. Ça aurait été tellement mieux amené s'il y avait eu des petits cailloux parsemés au milieu du chemin jusqu'à ce que tu arrives là, mais il n'y avait rien, il y avait strictement rien, et donc c'est très 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 frustrant, et c'est je crois le truc qui m'a le plus énervé dans ce livre. Avec le personnage d'Ellen Grace, vraiment je la déteste. Il y a quand même des questions qui restent sans réponse, et ça par contre c'est une grosse erreur, parce que c'est très énervant. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est... Du coup, la tueuse, elle enferme 2 personnes dans un endroit abandonné. Les premiers sont dans une piscine abandonnée qui est vide. Les deuxièmes sont dans un container sur un port, pas forcément abandonné, mais en tout cas le container est abandonné. Les troisièmes, bon, c'était dans leur propre appartement. Les quatrièmes, c'était pareil dans un container, non, dans une cave, je ne sais plus trop. Déjà, elle a énormément accès à des endroits abandonnés et elle peut facilement les enfermer. I don't know how, mais c'est très bizarre. Mais en fait, la question qui m'est le plus revenue dans ma tête et à laquelle je n'ai jamais eu de réponse, c'est comment elle sait quand l'un des deux est mort. Parce qu'à chaque fois que l'un des deux est mort, elle libère le survivant. Mais comment elle sait que l'un des deux est mort? Puisqu'elle n'est pas sur les lieux. Et des fois, ils sont enfermés dans des huis clos où on ne peut pas voir à l'intérieur. Donc, comment elle sait quand l'un des deux est mort? That's my question. Par exemple, pour celle à la piscine, quand l'un des deux personnages a tué l'autre, et ben, la tueuse, elle a sorti une échelle en bois dans la piscine pour que le survivant puisse remonter et du coup le ou la libérer. Et t'es en mode comment elle savait? Et encore une fois, on n'a pas d'indicateur de temps. Combien de temps, il y a combien de temps entre le moment où l'un des deux est mort et le moment où le survivant se fait libérer? Ça aussi, on ne le sait pas. Mais pour ce qui est de comment elle sait que l'un des deux est mort, vous allez me dire peut-être qu'elle a mis des caméras dans les endroits où ils sont et elle les regarde en direct et donc elle voit quand il y en a un des deux qui est mort. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi l'auteur ne le dit pas? C'est une solution de facilité, mais au moins ça justifierait. Là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de justification, il n'y a rien. En fait, dans ce livre, les choses sont là où elles doivent être et les personnages savent ce qu'ils doivent savoir. Et t'es en mode, mais d'accord, mais il faut quand même nous dire comment ils le savent. C'est une énorme erreur d'écriture, ça. Genre, la tueuse, elle sait que l'un des deux est mort parce qu'elle le sait. Parce que nous, lecteurs, on le sait. Et ça porte un nom. Mais c'est une erreur. C'est une erreur d'écriture. Et c'est vraiment très frustrant. Parce que quand ils sont dans la cave enfermés, et que, par exemple, les 2 prostituées, elles sont enfermées dans les caves, comment elle sait quand l'une des deux est morte? Parce qu'elle vient ouvrir la porte quand l'autre a été étranglée. Parce qu'elle n'est pas morte par balle, elle l'a étranglée. Comment la tueuse le sait? À la limite, elle pourrait entendre le coup de la balle, mais pour le coup, elle n'est pas morte tuée par balle. Et c'est pareil pour les 2 collègues dans le container. Le collègue qui est mort n'est pas mort tué par la balle. Donc, il n'y a même pas le bruit. Donc, elle ne peut pas savoir quand l'un des deux est mort. C'est quoi? Elle ouvre la porte de manière aléatoire et elle voit s'il y en a un des deux qui est mort. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Bref, c'est pour tous ces petits défauts que j'ai mis jaune. Franchement, c'est plus un jaune moins, un jaune qui tire un tout petit chouïa vers le orange. On n'y est pas vraiment parce que ça va, il y a pire, mais il y a beaucoup d'éléments frustrants et j'ai parlé plus des défauts que des qualités parce que les qualités,
Voilà. Genre, enfin, tout est tiré par les cheveux et tout est là où ça doit être parce que c'est plus facile pour l'écriture et pour les dénouements. Mais au final, genre, il y a trop d'erreurs d'écriture et c'est pas agréable en fait quand on arrive à la fin. Il n'y a pas un puzzle qui se met en place et du coup, c'est pas satisfaisant, c'est même plus frustrant qu'autre chose. Donc, j'ai été très déçue, moi qui avais placé mes attentes très très hautes et je ne pense pas retourner vers cet auteur une fois. Après, faut pas juger un auteur sur un seul de ses livres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saga Ellen Grace, je n'imiterai plus un seul orteil. Ce personnage est insupportable et si tu gardes cette même connasse comme personnage principal dans une saga, je ne veux plus en entendre parler. Je vais lire autre chose parce que non merci. Avec un seul livre, je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Oh my gosh! Oh my gosh! C'est quoi le deuxième? Je crois que c'est... on va partir sur Famille Parfaite de Lisa Gardner. Sachant que je l'ai en papier. Celui-là a été dans ma pile à lire depuis très longtemps. J'avais commencé à le lire il y a peut-être 2 ans. J'avais lu le premier chapitre et je m'étais arrêtée là. Mais du coup, là, j'ai réussi à le lire. Alors, ce livre-là, je le mets en vert. Illico Presto, Pronto, tout ce que vous voulez. Genre, Lisa Gardner, c'est... Je vais être obligée de lire un Lisa Gardner par mois, en fait. C'est pas possible. J'adore cette meuf. En fait, son style d'écriture, il est trop agréable à lire parce qu'en fait, t'as l'impression de suivre une série policière, en fait. Et en plus, ce qu'il y a de génial, c'est que là, pour le coup, les chapitres sont entremêlés et un chapitre sur 2, on suit... Ah pardon, j'ai pas lu le... Je vais lire le synopsis, my bad. Les Dembe semblaient sortir de pages de magazine glamour. Un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston. Une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas de témoins, pas de motif, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence aussi lisse? Numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plusieurs mois, ce thriller inquiétant de Lisa Gardner nous plonge dans l'intimité troublante d'une famille au-dessus de tout soupçon. Pardon, mais ça cache le truc. Oui, du coup, ce que je voulais dire au départ, c'est que un chapitre sur 2, on suit où sont la famille des Dembe. Je sais même pas si ça se prononce Dembe, mais moi j'ai toujours dit Dembe. Dans ma tête, j'ai lu Dembe, du coup ce sera Dembe. Du coup, on suit la famille Dembe sur leur kidnapping et où est-ce qu'ils sont retenus en otage avec leurs ravisseurs. Et l'autre chapitre sur 2, on suit l'avancée de l'enquête de police. Et c'est trop bien parce que du coup, on découvre plein de secrets de la famille, comme on le dit. Et je me suis prise dedans. On se prend d'affection pour les personnages. Et genre, enfin, je veux dire, là, par exemple, Famille Parfaite, on comprend tout à fait le titre parce qu'ils ont rien de parfait. C'est vraiment... En fait, ce qu'il y a de super satisfaisant avec cette manière d'écrire, avec un chapitre sur 2, sur un point de vue différent, c'est qu'on a l'impression de regarder une série ou un film parce que ça fait une scène, cut, scène suivante. On a vraiment l'impression que c'est des cuts, en fait. Et c'est trop bien. Et puis, elle a une plume assez facile à lire. Je veux dire, c'est facile à se plonger dedans, à se mettre dedans. Et du coup, voilà, je suis très contente. C'est mon 3e Lisa Gardner. 3e ou 4e? 4e! C'est mon 4e Lisa Gardner. Et j'en suis très contente. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais lire. Et j'ai acheté énormément de Lisa Gardner. Donc, attendez-vous à ce que je vous en parle tout le temps. Parce que mon but, c'est de lire tous ses livres. Voilà. En plus de faire des cuts et de changer de point de vue à chaque chapitre, c'est que quasiment tous les chapitres finissent sur un cliffhanger. Ce qui fait que du coup, en fait, on est là, on est avec la famille dans leur lieu de séquestration, dans leur lieu de retenue. On apprend des choses sur la famille, quelque chose qu'ils ont fait. Ça finit sur un aveu incroyable. Je ne peux pas vraiment donner d'exemple sans spoiler. Et après, cut, on passe à la police. Et t'es en mode, mais putain, mais vous pouvez pas nous laisser là-dessus. Genre, la famille, ils ont de ce qu'on vient d'apprendre sur ce qui c'était que de quoi? Bref, c'est génial. Et du coup, ça fait en mode, t'as envie de lire le chapitre suivant. Mais en fait, le chapitre suivant, tu sais que ça va pas t'apporter cette réponse-là. Donc, tu lis le chapitre suivant qui mène l'enquête avec le FBI. Non, c'est pas le FBI, c'est Tessa Leoni. La détective privée Tessa Leoni qui enquête sur la famille et qui découvre le secret de Justin Dembe. Du coup le père de famille, et après cut, on retourne sur la famille Dembe qui du coup reviennent sur leur... Je n'arrive pas à parler. C'est terrible.
Mon Dieu. Je vais abandonner, hein, je n'arrive pas à parler. Le seul point négatif que je peux vraiment relever sur ce livre, parce que j'adore parler du négatif, hein, c'est que les passages de l'enquête de police, il y a énormément de moments où on parle de trucs administratifs et vraiment très très précis sur la profession, parce que Justin Dembe est le PDG d'une grande entreprise d'architecture. Ce qui fait que du coup, il y a des termes très professionnels. Du coup, ça peut un peu perdre parce que tu es en mode... tu te prends tout ça dans la gueule d'un coup et t'arrives plus trop à suivre. Donc, il y a eu des moments de l'enquête où j'étais en mode... Ah, ça me fait un peu chier ce moment-là. Des trucs vraiment très précis, comme par exemple le fait qu'il y a eu énormément d'argent qui a été détourné par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. De l'entreprise et du coup t'es en mode ouais, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment ça a été fait, parce qu'il t'explique par A plus B comment ils ont fait, mais t'es en mode aussi, pour rester dans les personnages aimables, Justin. Je peux vous livrer ce secret parce qu'on le sait dès le début du livre, Justin a trompé sa femme. Un homme charmant. On apprend avec qui, évidemment, mais là n'est pas le sujet. Suite à cette tromperie, du coup, sa femme l'a découvert et a été détruite parce qu'elle est vraiment amoureuse de son mari et elle n'arrive pas à croire qu'il l'a trahi de cette manière. Genre, ça brise le cœur, c'est normal. Et du coup, elle va commencer à se droguer pour se faire du bien parce que la souffrance est trop forte. Et quand Justin apprend ça... il faut que je vous retrouve le passage. J'ai noté la page, il faut que j'y retourne parce que ça m'a énervée. Je suis à froid là, mais il fallait pas me voir à chaud parce que... Attendez, je vous ressors la discussion. Donc, Justin qui apprend dit à sa femme, qui s'appelle Libby, by the way, depuis quand tu te bourres de comprimés? Depuis quand tu me trompes? Ce n'est pas comparable, c'est toi qui t'occupes d'elle au quotidien, tu le sais. Parle de leur fille. Ah oui, parce que leur fille, elle a eu quelques problèmes de santé et du coup, il met la faute sur sa femme parce que vu qu'elle était droguée, elle n'a pas pu s'occuper correctement de leur fille. Et t'as envie de lui dire, connard, la gosse, elle l'a pas faite toute seule, donc si tu veux que la gosse soit bien élevée, t'as peut-être ton rôle à jouer là-dedans. Bref, je reprends. Autrement dit, ça fait 6 mois que tu n'es pas en état de faire ton boulot. Oui, son boulot de mère, et toi, ton boulot de père, bah, en 15 ans, tu l'as jamais fait correctement. Bref, reprenons. Je suis déjà en train de remonter là. Pendant que toi, tu passais tes pauses déjeuner à t'envoyer en l'air, tu veux vraiment qu'on débatte pour savoir qui a le plus gravement fauté? Tu ne m'as pas laissé m'en sortir comme ça, Libby. Tu m'as demandé des explications. Je t'ai pris une fois la main dans le sac. Manifestement, il y en a eu d'autres. Je crois que j'ai le droit de savoir. Tu as un dealer? Tu as invité des délinquants chez nous? Peut-être que l'un d'eux s'est intéressé à Ashlyn. Peut-être que l'un d'eux connaît nos ravisseurs. Sida, herpès, syphilis, l'hémorragie, tu les as invités chez nous? Chantage, drame, tentative d'extorsion. Peut-être qu'une de tes maîtresses connaît nos ravisseurs. Libby. Justin, ce n'est pas juste. Tu as trompé ma confiance. Et pas qu'une fois, souvent. Et il faudrait que tout aille bien. Tu m'as dit que tu étais désolée. Alors je suis censée passer à autre chose? Je ne vois pas comment. Je t'aimais, Justin. Tu n'étais pas seulement mon mari, tu étais toute ma famille. Mais mon père n'était pas fichu de porter un casque, ma mère n'était pas fichue d'arrêter de fumer, et toi, tu n'étais pas fichu de la garder dans ton froc. Ils m'ont trahi, maintenant toi aussi. Tu m'as trahi, et cette fois-ci, je ne sais plus comment me reconstruire. Alors oui, j'ai commencé à prendre des antidouleurs, parce que tu es peut-être désolé, mais moi, j'ai quand même mal. Et lui, il répond, donc c'est ma faute. Si tu es toxicomane, c'est de ma faute. Exactly, Justin, you got it. Bref, je n'ai pas dit ça. Tu crois que c'est ta faute si j'ai couché avec cette fille? Tu crois que c'est ta faute si je t'ai trompé? Que si tu avais eu une allure, non, que si tu avais eu une autre allure, un autre comportement, si peut-être tu avais été plus audacieuse au lit, je n'aurais pas été voir ailleurs. Donc, si tu as trompé ta femme, c'est parce qu'elle ne faisait plus l'effort d'être désirable pour toi. Oui, bien sûr. Bref. Je t'aime, Libby. Je ne l'ai jamais aimée. Mais tu t'es donnée à elle. Tu m'as pris une partie de moi pour la lui donner.
Tu veux savoir pourquoi? Non. Parce qu'elle me regardait comme tu me regardais avant. Je suis descendue réserver un billet d'avion et elle, cette façon qu'elle a eue de me regarder, je me suis sentie important. Comme je me sentais quand on s'est rencontrés et que je n'avais qu'à me présenter à ta porte pour que tu t'illumines. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu sourire comme ça. Longtemps que je n'ai pas eu l'impression que tu me voyais de cette façon. Donc c'est ma faute si tu m'as trompé. Pas plus que ce n'est ma faute si tu te drogues. Pardon, mais juste, je reviens là-dessus. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu sourire comme ça. Parce que t'as essayé de la faire sourire, peut-être. Je veux dire, ça fait longtemps que t'as pas vu ta femme sourire. T'as fait quelque chose pour la voir sourire? T'as fait quelque chose pour la rendre heureuse? C'est facile de dire tu ne me souris plus comme avant, mais fais en sorte qu'elle te sourie. Si tu veux la voir sourire comme elle te souriait avant, fais en sorte de la faire sourire. Facile quand c'est toujours la faute des femmes. Justin! Bref, voilà. C'est-à-dire que lui, il trompe sa femme qu'il aimait plus que tout. Elle se sent détruite psychologiquement. Elle commence à prendre des antidouleurs et donc à se droguer pour oublier cette douleur que lui a causée. Et quand il apprend ça, non seulement il lui reproche le fait de s'être mal occupé de leur fille qu'ils ont à deux, je rappelle, mais en plus, il lui reproche à elle de l'avoir trompé en mode c'est de ta faute, parce que tu ne me regardais plus comme avant. Bref. J'ai jamais eu autant envie qu'un personnage meure. On va changer un peu de livre. Voilà, cette scène m'a tendue. Voilà. Je ne sais plus lequel j'ai fini en premier. Si. Lui. Ne t'enfuis plus d'Arlan Coben. J'adore dire son nom comme ça. Que j'ai écouté en livre audio. Et avant toute chose, je dois dire que les comédiens de doublage, quand ils lisent des livres audio, ils sont trop forts. Genre vraiment, c'est une dinguerie. On a des pépites chez nous, les francophones. Et j'en suis tellement fière. Déjà que je suis une grande fan des comédiens de doublage français. Mais en plus, là, je veux dire, celui-là... Attends, faut que je retrouve son blaze. Pardon, faut que je trouve son blaze parce que... Et au passage, je vais aussi dire le blaze de la madame qui a lu Amstramgram de M.G. Aldridge. Connexion de merde! Pardon. La madame qui a lu M.G. Aldridge, le Amstramgram, s'appelle je la refais. S'appelle Fabienne Loriot. En fait, il y en a plusieurs. Il y a Fabienne Loriot, Audrey Dulster, Aurélien Ringelem et Valérie Musy. Voilà, parce qu'il y a plusieurs voix différentes. Et du coup, là, Ne t'enfuis plus, ça a été lu par Damien Ferrette, voilà, que je ne connaissais pas. Et ce mec est incroyable parce qu'il arrive vraiment à donner une âme à chaque personnage qu'il incarne. C'est-à-dire qu'il leur donne un type de langage, une manière de parler ou un accent différent. Et genre, ça leur donne une vie. J'ai jamais réussi à aussi bien imaginer des personnages qu'avec ce livre-là parce qu'il leur donne une âme en fait. Avec sa voix, il arrive à faire des trucs de fou. Et des fois, tu te dis, mais comment il fait? Genre, on a l'impression que c'est eux. Même quand il joue des rôles de femmes, alors que quand même, il a une voix assez grave. Même quand il joue des rôles de femmes, on se dit pas c'est un homme qui imite une femme. Non, on entend une voix de femme. Et ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, avec ce petit truc, il a réussi à rendre un personnage incroyable. Je me suis vraiment tapé des fous rires. C'est le personnage de l'avocate du début qui s'appelle Esther et que malheureusement, on ne voit pas beaucoup. Je suis très triste parce que j'adore ce personnage. Je me suis vraiment tapé des fous rires. Encore une fois, j'ai oublié de lire les synopsis. J'arrive. I'm here. Votre fille a fugué avec un garçon peu fréquentable. Vous ne l'avez pas vu depuis 6 mois. Et là, vous la retrouvez dans Central Park, jouant de la guitare. Mais ce n'est plus la jeune fille pétillante que vous avez élevée. Vous l'approchez et lui demandez de rentrer à la maison. Elle se met à courir. Vous la suivez. Quel autre choix avez-vous? Bienvenue dans l'enfer de Simon. Encore une fois, ça c'est juste le début. Parce qu'après, il y a une ellipse de 3 mois. Et c'est à ce moment-là que l'enquête commence vraiment. Encore une fois, on a des chapitres à point de vue différents. Là, on n'est pas sur un chapitre sur deux. On est sur... Il n'y a pas vraiment de pattern. Du coup, on suit l'enquête de Simon, qui est du coup le père de... Comment elle s'appelle? Paige. Le père de Paige qui a disparu et qui du coup cherche à la retrouver et donc mène l'enquête tout seul de son côté. Et un autre point de vue de 2 personnages inconnus au bataillon, Didi et Ash.
Et ce sont des tueurs à gages, voilà. Et donc, ils tuent des gens au hasard. Non, en vrai, c'est pas au hasard. Ils ont une liste de gens à tuer, liste donnée par une secte qui s'appelle le Havre de la Vérité. Voilà. Cette secte a énormément d'importance et je trouve ça génial que on rentre dans... Enfin, on en apprend beaucoup plus sur la secte grâce au personnage de Ash et Didi. Et à la fin, la secte de la vérité, on comprend sa véritable importance parce que c'est le point de départ d'absolument toute l'histoire. Et du coup, c'est génial. Et là, comme je parlais tout à l'heure dans Amstramgram du puzzle qui se remet toutes les cases en place, comme quand vous mettez un remix cube et que vous commencez à voir toutes les faces se mettre du bon côté, une fois que le remix cube est fini, c'est satisfaisant. Et bien là, c'est pareil. Au fur et à mesure que le livre avance, quand le dénouement final arrive, il y a tout qui se met en place petit à petit. Et c'est super satisfaisant de remettre toutes les pièces dans le bon ordre et que tu te dises « Oh, c'était ça depuis le début !» Voilà, et du coup, rien que pour ça, je lui ai mis vert. Parce qu'il est génial, ce livre. Par contre, un truc qui me fascine, et je sais qu'il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas ça, mais les personnages qui sont pas de la police, qui sont pas détectives et qui n'ont strictement rien à voir avec ce milieu-là, qui mènent des enquêtes tout seuls et qui, genre, le font bien, j'y arrive assez facilement. Je trouve ça fou, quand même. Qu'ils passent d'un point A à un point B à un point C. Enfin, quoique là, non. C'est assez satisfaisant et assez libérateur. Enfin, je sais pas comment dire, ça nous fait un peu respirer parce que c'est pas Simon qui va à un point A, qui trouve un indice, qui le fait aller à un point B, ou il trouve un indice qui le fait aller à un point C. Non, il y a des moments qui sont entrecoupés de moments de la vraie vie. Par exemple, un truc tout con, tous les mardis, il doit aller rendre visite, je sais plus, c'est sa voisine, c'est pas sa grand-mère, mais c'est la vieille voisine à qui il apporte les courses. Et ben là, au milieu de son enquête, et ben il s'arrête dans son enquête pour aller la voir et pour aller discuter avec elle, histoire de se changer les idées un peu. Et aussi, comme ça, on en apprend un petit peu plus sur le personnage de Simon. Ça nous permet de plus facilement s'attacher à lui, etc., etc. Et franchement, c'est super trop cool. C'est très... En fait, ça permet de relâcher un peu la pression et de pouvoir souffler. Pour en revenir sur Ash et Didi, du coup, grâce à eux, on en apprend plus sur le Havre de la Vérité, parce que Didi en est une membre. Mais en fait, le truc, c'est que les personnages de Ash et Didi sont trop peu, comment dire, développés à mon goût. Et je trouve ça dommage. Par exemple, on ne sait pas vraiment comment ils se rencontrent. On sait juste qu'ils ont tous les deux été adoptés par des familles différentes et qu'ils se connaissent depuis ce moment-là. Donc, maybe qu'ils se sont connus au centre d'adoption. I don't know. Bref, et du coup, Didi est une membre de la secte du Havre de la Vérité. Mais pareil, on ne sait pas comment elle y est rentrée. On sait juste qu'elle y est et que Ash ne l'a pas suivie, mais essaye de l'empêcher d'y rester et du coup a accepté la mission du chef du Havre de la Vérité, qui est de tuer une certaine liste de personnes. Pourquoi ces personnes-là? Lisez le livre, ça ira plus vite. Bref. Mais du coup, genre, c'est dommage. On sait qu'il y a une relation forte entre les deux et qu'ils s'aiment énormément. On sait que Ash est amoureux de Didi, hein, clairement. Mais c'est dommage parce qu'on ne les a pas plus développés. Ils pourraient paraître antipathiques parce que ce sont quand même des tueurs en série qui vont tuer des gens a priori innocents. Mais ils ont quand même une profondeur. Mais une profondeur, genre, tu le vois de loin, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus parce que on reste à la surface. Et c'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu en apprendre un peu plus sur leur passé, sur comment Didi est arrivé dans ce putain de Havre de la Vérité. Ça, on ne l'a jamais su. Ou alors, je l'ai peut-être oublié, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis presque persuadée qu'on n'en a pas entendu parler. Elle y est, et Ash essaye de l'en sortir. That's it, on ne sait pas plus. Là, on est un petit peu dans le même... Enfin, dans le thriller pur, parce que ça finit souvent sur des rebondissements, et du coup, ça donne envie d'apprendre la suite. C'est normal. Genre, par exemple, au début, il y a eu un meurtre, et genre, le personnage de Simon est accusé du meurtre. En tout cas, il est suspect numéro 1. Et donc, il y a le flic qui vient le voir et qui lui dit qu'il est suspecté de meurtre. Et j'étais vraiment, quel meurtre? Quel meurtre? Il y a eu un meurtre, d'un seul coup, il y a eu un meurtre. C'était pas le sujet du livre, et d'un seul coup, ça part en meurtre. Quel meurtre? Genre, vraiment, je me suis répétée pendant tout le chapitre d'après, parce qu'évidemment, il nous fait une Lisa Gardner. C'est-à-dire qu'on finit sur un cliffhanger sur un chapitre, mais le chapitre d'après, c'est le point de vue des autres personnages. Du coup, on n'a pas tout de suite la suite de ça. Du coup, on a vraiment fini sur je vous emmène avec moi pour vous interroger par rapport au meurtre. Quel meurtre? T'es en mode, mais quel meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, c'est super trop bien.
J'ai énormément aimé ce livre et j'ai vraiment envie de rien spoiler du tout. Donc je ne vais rien dire de plus que ça. Il y a énormément de détails qui me viennent en tête parce que j'ai l'histoire du livre qui vient de me reprendre dans l'esprit, c'est trop bien. Et je sais aussi qu'il y a une série qui a été adaptée sur Netflix de ce livre. Faudrait que je la regarde. J'aurais voulu la regarder avant de tourner la vidéo. J'avais largement le temps, mais j'ai trop du mal à me mettre dans des films et dans des séries, donc je ne l'ai pas fait. Je la regarderai éventuellement. Mais je sais que aucun des comédiens ne pourra être meilleur que le comédien de doublage qui a fait tous les personnages dans le livre. Non, tous les comédiens du monde, il n'y en a aucun qui pourra être à son niveau. Et s'ils n'ont pas tous sa voix pour la série, je ne veux même pas en entendre parler. Livre suivant que j'ai lu sur Amazon Kindle, du coup je ne l'ai pas en papier. Voilà, ça s'appelle La Voix des disparus de Pierre Verja. Et je m'en vais chercher la synopsis. En 2004, le village de Cherchebruit a été le théâtre d'horribles événements. Le squelette d'un enfant retrouvé au fond d'un tronc, un message codé jamais déchiffré, 2 adolescents qui se volatilisent sans laisser de traces. Parmi eux, le frère d'Eneko. 17 ans que l'agent de police tente de se remettre de cette tragédie. Il pensait pouvoir enfin tourner la page, mais quand il reçoit un appel d'urgence en pleine nuit, lui signalant la disparition d'une adolescente, le cauchemar recommence. Le policier en est certain, la chose qui hante les bois s'est réveillée, et d'autres personnes pourraient être en danger. Et si, derrière les légendes, se cachaient des faits encore plus terrifiants? C'est un livre bien franchouillard, bien de chez nous, qui se passe dans les Pays Basques. Et je trouve ça franchement intéressant. Pardon, je sais faire que l'accent provençal. My bad. En fait, le truc, c'est que ça se passe dans un petit village, du coup, au Pays Basque. Et en fait, le truc avec les petits villages, c'est que tout le monde se connaît. Et le truc, c'est que le personnage principal, c'est le bully du village. C'est-à-dire, c'est le flic, quand même. C'est le flic du village, mais tout le monde le bully. C'est une dinguerie. Personne ne lui fait confiance, tout le monde le traite d'incapable, etc., etc. Parce que du coup, c'est à cause de lui que son petit frère a disparu 17 ans plus tôt. En vrai de vrai, on apprend comment ça s'est passé, et c'est pas à cause de lui, c'est que ils se sont disputés et du coup son frère s'est barré. Et après, il s'est fait enlever. Mais du coup, genre, le frère, il est pour rien. Eneko, il est pour rien. Genre, c'est pas de sa faute s'il s'est fait kidnapper. Alors oui, ils se sont disputés et du coup, il s'est barré dans les bois. Mais il pouvait pas prévoir que quelqu'un allait venir kidnapper son frère. Mais le truc qui m'a le plus tiqué, c'est quand t'es le bully du village comme ça, pourquoi tu restes? Ça fait 17 ans que t'es le bouc émissaire de tout le village. Pourquoi tu y restes? En mode tes souvenirs d'enfance, etc. Tes souvenirs d'enfance, c'est d'être le martyr de tout le monde, que tout le monde te traite incapable, à commencer par ton propre père. Pourquoi tu te barres pas? Genre, ne serait-ce que pour ta santé mentale, casse-toi. Du coup, le livre est construit en narrateur interne de 3 personnages différents. Donc on a le personnage d'Eneko, qui est le personnage principal, on a le personnage d'Amaya et le personnage de Lionel, qui sont du coup des amis d'enfance qui se connaissent depuis toujours. Et en fait, Amaya et Lionel sont mariés et leur fille de 16 ans, je crois, a disparu. Et donc c'est de là que commence l'histoire sur la disparition de leur fille. Le truc le plus dommage avec ce livre... Ah oui, je lui ai mis une gommette jaune, hein, parce que... Voilà. Le truc le plus dommage avec ce livre, c'est qu'il n'y a vraiment aucun personnage qui est attachant. Voilà. Ils sont antipathiques au possible. Déjà, le personnage de Lionel, c'est un sanguin, impulsif et borné, et du coup très con et très chiant. Et t'es en mode, frère, réfléchis avant d'agir, s'il te plaît. Genre, pour lui, dès qu'il y a un mini indice qui mène à quelqu'un, il va tout de suite aller le menacer avec un flingue. Frérot, on n'est pas sûr que ce soit lui, donc tu te détends la nouille, s'il te plaît, et tu laisses faire la police son travail. Non, tu laisses la police faire son travail, c'est mieux si je mets les mots dans l'ordre. Donc c'est un peu chiant, voilà. Le personnage d'Amaya est empathique, comment on dit, apathique. On dirait qu'elle n'a pas de sentiments. Genre elle est plate, elle est neutre, sa fille a disparu et elle veut la retrouver uniquement pour ne pas avoir la réputation d'une mauvaise mère. Parce qu'elle est traitée de sorcière parce qu'elle vivait avec sa grand-mère qui vivait dans les bois, et donc du coup depuis qu'elle est gamine, tout le monde la traite de sorcière. Et encore une fois, une autre bully du village. J'ai l'impression que dans ce village, tout le monde s'amuse à se bully. Bref. Et du coup, déjà qu'elle a cette réputation de sorcière, elle n'a pas envie en plus d'avoir la réputation d'être une mauvaise mère.
mais elle a pas envie de retrouver sa fille parce qu'elle l'aime, hein. Genre. D'accord. Et enfin, on a le personnage de Eneko, qui est le personnage principal. Comme je l'ai dit, c'est le bully du village, mais en fait, le problème, c'est qu'il a aucune confiance en lui et que ça en devient chiant au bout d'un moment. C'est même pas le personnage où je t'en dis, oh, bichon, allez, reprends un petit peu confiance en toi, t'es le meilleur, on le sait, tu vas y arriver, prends confiance, relève-toi, ne te laisse pas abattre, n'écoute pas les critiques des gens. Non, au bout d'un moment, il fait son miskina, son bouhou, je suis triste, tout le monde me déteste, tout le monde est méchant avec moi. T'as envie de lui mettre des tartes en mode réveille-toi. Il y a eu plusieurs moments où genre j'étais en mode mais putain mais rentre-lui dedans en fait. À un moment donné c'est toi le flic de la ville. Donc rebelle-toi, ouvre ta gueule. Mais non, il est là en mode je me laisse me faire frapper dessus parce que je suis faible. Du coup ça parle beaucoup du mythe des sorgi. J'aime pas les bases que vous inventez des mots bizarres. Le mythe des Sorginac, voilà, qui sont des sorcières dans la mythologie basque. Voilà. Et du coup, pendant tout le livre, on te parle de ça. Et du coup, tu es en train de te demander si est-ce que ça va être un livre avec du surnaturel ou est-ce que c'est un livre rationnel. À chaque fois, quand je lis un livre comme ça, je suis en mode je sais pas si le dénouement surnaturel me conviendrait. Je pense que globalement non, parce que je trouverais que c'est de la facilité. Mais là ça va, ils ont pas cédé à la facilité, donc c'est bon. Ah oui, Lionel est tellement con que le premier suspect qu'il voit, donc il veut le tuer, mais il veut le tuer par vengeance. Mais frère, tu sais que si tu le tues, ça va pas ramener ta fille, hein. Juste comme ça. Mais lui, je sais pas, il est persuadé que si il tue le soi-disant coupable, sa fille va revenir comme par magie. Mais en fait, imaginons que c'est vraiment lui le coupable et il l'a séquestré à un endroit que tu connais pas. Si tu le tues, qui va te dire où est-ce qu'elle est du coup maintenant? En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que l'histoire, elle avance pas. On apprend beaucoup de choses sur le passé et tout, mais arrivé à la moitié du livre, on a l'impression de ne pas avoir plus avancé sur l'enquête et qu'on rame. En fait, on pédale dans la semoule. Et c'est un peu chiant. C'est vraiment très chiant. Et du coup, le suspect numéro 1, je peux le spoil parce que de toute façon, il arrive très vite, c'est le père d'Eneko. Et en fait, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, donc le père d'Eneko, il y a un truc qui mène à lui, du coup, Eneko l'enferme. Il trouve quelque chose pour décrédibiliser ça, il lui trouve un alibi, du coup il le libère. Il continue l'enquête, puis il retrouve un truc qui revient sur le père d'Eneko, donc du coup il le re-enferme, puis il trouve un alibi pour ce truc-là et au final c'est pas le père d'Eneko, puis il continue l'enquête et il retrouve un élément sur son... Et au bout d'un moment c'est chiant. C'est chiant, soit c'est lui, soit c'est pas lui, mais arrête de... Je le libère, je le renferme. Je le libère, je le renferme. Garde-le enfermé une bonne fois pour toutes, hein. Comme ça c'est terminé, on n'en parle plus parce que ça commence à devenir chiant. Dès qu'on avance et qu'on trouve un truc qui a fait avancer l'enquête, ça revient toujours au père d'Eneko. C'est chiant. Et à chaque fois, Eneko l'interroge en mode pourquoi tu m'as pas parlé de ça? Et oui, c'est vrai, je t'ai menti et tout machin, je t'ai pas parlé de ça parce que je voulais pas que tu le découvres et tout. Et au final, il lui donne sa version le crédibilise, il le relibère, il retrouve un autre truc sur son père, il lui dit pourquoi tu m'as menti, et son père lui dit oui c'est vrai, je te l'ai caché et tout machin. Tu veux pas juste tout dire d'un coup? Genre tu vois que t'es suspect numéro 1, balance tout d'un coup, plutôt qu'on apprenne tout au fur et à mesure, la vérité, balance la sauce, l'entièreté, l'histoire de A à Z, parce que là ça commence à devenir chiant en fait. Et en plus, si encore le père il était aimable, mais là tous les darons sont insupportables. Déjà, genre, mon Dieu, il arrête pas de faire culpabiliser son fils. Et alors là, attention, non seulement il fait culpabiliser son fils pour la disparition de son petit frère il y a 17 ans, mais en plus le pire c'est que quand ils étaient gamins, c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que Eneko il avait 4 ans. Son petit frère il avait 1 an. Ils étaient tous les trois au parc, parce que du coup ils étaient seuls avec leur papa. Et leur papa était... Voilà. Et il a dû partir faire un truc et il a laissé son enfant de 1 an sous la surveillance de l'enfant de 4 ans. Vous voyez le problème ou... Bref, et du coup il se trouve que le gamin de 1 an s'est fait kidnapper. Et quand il est revenu, le père, et qu'il a vu que le gamin de 1 an avait disparu, il a passé toute sa vie, toute sa putain de vie, à accuser son fils qui avait 4 ans ce jour-là. Il lui a dit, je t'avais demandé de surveiller ton frère, t'as pas été capable de le faire, résultat ton frère a été kidnappé. Il avait 4 ans.
Tu laisses pas un gamin de 4 ans surveiller son petit frère de 1 an. C'est totalement irresponsable. Le seul fautif, c'est toi. Et c'est vraiment énervant ce truc du... Il n'y a jamais personne qui est coupable dans ce livre. Et c'est pareil avec Lionel et son père. Il n'y a jamais d'égain qui est coupable, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Vous commencez à me courir sur le haricot. C'est pas moi, c'est lui, c'est de ta faute à toi. C'est toi qui as fauté, c'est toi qui as machin. Vous pouvez pas, au bout d'un moment, même quand on vous met devant le fait accompli, dire c'est vrai, j'ai merdé, je suis désolée. Non. Même à la fin du livre, quand Eneko expose tous les faits à son père, il n'y a pas un seul moment où son père lui dit oui, c'est vrai, j'ai fauté. Non, il continue quand même de dire c'est de ta faute. Et quand il peut plus accuser son fils, il dit que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Genre, il a dit ouais, c'est parce que. Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Disons Natacha. Ouais, c'est parce que Natacha, elle m'a appelé ce jour-là, du coup j'ai tourné la tête et je vous ai laissé seule. Si cette connasse m'avait pas appelé, j'aurais pas tourné la tête et mon fils n'aurait pas été kidnappé. Oui, donc quand c'est pas de la faute de ton fils de 4 ans qui a pas su surveiller un gamin, c'est de la faute de la femme qui t'a appelé, parce que si elle t'avait pas appelé, t'aurais pas tourné la tête et détourné ton attention de tes enfants. Bah oui. Vous comprenez pourquoi je suis tendue? Ce personnage m'énerve. J'aurais vraiment voulu que Lionel lui mette la balle dans la tête, je vous jure. En fait, j'ai continué l'histoire plus par curiosité que par vrai attachement à l'histoire. En fait, le truc, c'est que plus on apprenait des éléments de l'intrigue, plus ça ne servait à rien dans l'enquête principale qui était la disparition de la fille d'Amaya et Lionel. Et du coup, t'es en mode, on avance dans quoi? Ou juste dans rien. Là, on n'avance pas en fait. Et le truc aussi frustrant avec les changements de point de vue, c'est que on se perd, on oublie qui parle. Parce que les trois sont un narrateur interne. Au début de chaque chapitre, il y a écrit quel est le personnage en narrateur interne, mais on en oublie. Et des fois, en fait, le truc, c'est que ça change de point de vue pendant une scène. C'est-à-dire une scène de dialogue entre Amaya et Neko. On va être dans la tête d'Eneko, et au chapitre d'après, on va avoir la suite de la conversation, mais dans la tête d'Amaya. Et du coup, on a changé de perspective, mais on s'en est pas vraiment rendu compte. Et du coup, on est en mode un peu perdu, en mode c'est vrai, putain, maintenant on est dans la tête d'Amaya, pas dans celle de Eneko. Et c'est assez frustrant. Bon, voilà, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu, mais c'est loin d'être le pire, en tout cas avec ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, on avance, on avance, on avance. On est sur l'avant-dernier. Tu peux arrêter de me couper la parole quand je parle, s'il te plaît? La Maison des Voix de Donato Carrese. Je l'ai lu en livre audio, donc je vais donner le nom du comédien de doublage parce que lui aussi il a été très fort, parce qu'il y a des chapitres en narrateur interne où c'est une petite fille qui parle et vraiment on avait l'impression que c'était la voix d'une petite fille. Honnêtement, c'est un mec de 40 balais et tu te prends au jeu, tu crois vraiment que c'est la petite gamine de 3 ans qui parle. Sylvain Aguès. Je suis désolée si je dis mal le nom. My bad. Donc, le synopsis. Florence de nos jours. La ville. La ville en Italie. Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants spécialiste de l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient d'arriver en Italie. Seul hic, c'est une adulte. Elle s'appelle Hannah. Pardon, excusez-moi. Hannah Hall, et elle est persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance. Intrigué, Gerber accepte, mais c'est alors qu'une spirale infernale va s'enclencher. Chaque séance d'hypnose révèle encore plus le terrible passé d'Anna. Mais aussi qu'elle en sait beaucoup trop sur la vie de Gerber. Et si Hannah Hall était venue le délivrer de ses propres démons? C'est moi ou ce livre spoil la fin? Et là, on est totalement dans ce que je disais tout à l'heure. Du coup, le personnage principal s'appelle Pietro Gerber. Et des fois, l'auteur va l'appeler Pietro, des fois, va l'appeler Gerber. Et t'es en mode, pourquoi vous faites ça? Ah oui, ce qu'il y a de très chiant, c'est que ça appuie trop sur le « j'ai un terrible secret. Je ne peux pas en parler. Même ma femme n'est pas au courant, je ne peux pas le dire. Parce que si elle venait à apprendre ce secret, ce serait la fin de notre couple. » Genre t'es en mode putain, mais je veux bien qu'il y ait du mystère, donc 1 fois, 2 fois, ok, mais quand c'est 5 fois pour chapitre, t'es en mode putain, mais accouche, j'en ai marre. C'était vraiment trop chiant. En plus, bon, sans spoiler, c'est vraiment faire tout un charabia, tout un manège pour
vraiment un truc de merde. Franchement, le secret, c'est vraiment un secret de merde. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait traîner le livre en longueur. Ce qui est vraiment dommage parce que l'histoire est très très prenante. Notamment les séances d'hypnose qui, du coup, sont le passé de Hannah. Je vais pas réussir à le dire normalement, ce nom. Pardon. Non, mais du coup, ouais, c'est très dommage parce que, genre, c'est très prenant et on se plonge vraiment dedans. Et vraiment, dans les séances d'hypnose, on est tellement plongé qu'on est plongé nous aussi dans le truc. Et du coup, c'est génial. Et plus on avance dans les séances d'hypnose, plus on avance sur le passé de la madame. Je me suis perdue dans ce que je veux dire. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, chaque séance d'hypnose se termine sur un truc, un point qu'on se dit « Ah, c'est peut-être là la vis manquante de l'histoire ». Et du coup, on a la suite seulement à la séance d'hypnose suivante, sauf qu'entre les séances d'hypnose, évidemment, il se passe des trucs. Mais en fait, quand on reprend la séance d'hypnose par rapport à ce qu'on avait trouvé dans la précédente, et ben, on repart sur un truc, mais genre, on se dit « Ah, ok, c'était pas exactement ça le dénouement exact. » Bon, évidemment, quand t'es au début, c'est normal, mais quand ça commence à tirer vers la fin, à chaque fois, ça finit sur un truc qu'on reprend à la séance d'après et qui, au final, continue sur quelque chose, qui nous fait arriver un truc qu'on reprend à la séance d'après, qui, voilà, vous voyez le schéma un peu répétitif. Et c'est dommage parce que ça nous donne pas vraiment l'impression d'avancer. En fait, le truc, c'est que, aussi, un truc... En fait, l'auteur, il fait traîner en longueur beaucoup de choses, notamment le « j'ai un secret que je ne peux pas dire, que je garde sur moi depuis 5 ans ». Bref, mais il y a un autre truc, c'est qu'à la fin, on voit le cliffhanger arriver, on voit le dénouement final. Genre, je pense, 3 chapitres à l'avance. On a capté où est-ce que l'auteur voulait en venir, on a compris. Mais il met tellement longtemps à y aller. Il rame, il rame, il rame, et on est en mode « Putain, mais on sait, on a compris, accouche !» Crache-le, il est là, on a compris, dis-le, sors-le de ta bouche, on le sait, on a compris. Ça fait 3 chapitres qu'on se dit « Ah, c'était ça !» Mais du coup, tu le dis pas, alors dis-le, c'est juste « Ah, mon Dieu !» Ah oui, j'ai pas dit ce livre, je sais pas. Est-ce que ça serait pile entre le jaune et le vert? Il manque une catégorie, je dirais plus jaune qui tire vers le vert. Mais avec ces petits trucs de longueur, ça fait un petit peu, tout petit peu jaune. C'est une toute petite... c'est pas très clair ce système de couleurs. Je pensais que ce serait plus clair qu'avec que des notes, mais au final, voilà. Mais on est sur du jaune, mais du jaune plus, du jaune premium. Ça veut rien dire. J'ai pas plus de choses à dire sur ce livre. Voilà. Il y a des fois, ça va être des résumés très très courts parce que j'ai pas grand chose à dire. Voilà, on va passer du coup au dernier livre. Oh my gosh, finally, j'en voyais plus le bout. Un livre qui est aussi depuis très longtemps sur ma pile à lire. Monsieur le Guigui Musso. Et oui, j'en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos bibliothèque. Et du coup, le revoilà. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup la colorimétrie. Voilà. Et les livres de Musso sont souvent dans ces tons-là, ces couleurs-là, et sont très beaux. Je vous lis le 4e de couverture. Pour payer ses études d'art dramatique, Lisa travaille dans un bar de Manhattan. Elle y fait la connaissance d'Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. En apparence, il a tout pour plaire. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. 2 ans plus tôt, il a hérité de la résidence de son grand-père, un vieux phare isolé dans lequel une pièce a été condamnée. Malgré sa promesse, il a choisi d'ouvrir la porte, découvrant une vérité bouleversante qui lui interdit de mener une vie normale. Sa rencontre avec Lisa va tout changer et lui redonner une raison d'espérer. Dès lors, Arthur et Lisa n'ont qu'une obsession, déjouer les pièges que leur impose le plus pitoyable des ennemis, le temps. C'est un... comment dire, c'est pas tout à fait un thriller, non, c'est même pas du tout un thriller, mais c'est bien, ça fait un peu changer de ton. C'est pour ça que j'ai voulu le lire, parce que je sais que la plume de Musso est beaucoup plus légère, et s'il est l'auteur le plus réputé du suspense en France, c'est pas pour rien, hein, voilà, il a une très très belle plume, et c'est très agréable à lire. Et donc du coup, ça me permettait d'avoir un ton un peu plus léger. Et là, on est plus... Alors, c'est pas vraiment le style de base, mais on est sur une romance. Je veux dire, dans les autres livres que j'ai lus, il y a toujours une histoire d'amour quelque part. Vous voyez, il y a toujours un petit bail. Là, c'est un petit peu... pas le point de départ, mais c'est le
pivot principal. Comme c'est dit dans la 4e de couverture, la raison pour laquelle Arthur a envie de continuer de se battre, c'est parce qu'il a rencontré Lisa et qu'il en est tombé amoureux. Voilà. Et du coup, l'histoire principale, ça va être leur relation à tous les deux. Du coup, pour reprendre le début de l'histoire, il y a quand même un truc... Il y a quand même un truc qui m'a un peu, comment dire, fait tiquer. C'est que du coup, le père d'Arthur vient le voir en lui disant ouais, je vais bientôt mourir parce que j'ai un cancer. J'ai décidé de léguer toute ma fortune à ton frère et à ta soeur. Toi, tu n'auras rien de ma part. Merci, papa. Mis à part le phare de ton grand-père. Voilà. Et donc, du coup, ils se retrouvent tous les deux dans le phare pour signer les papiers comment on dit, du bail, si je puis dire. Bref, pour lui, qui lui lègue le phare. Et quand son père va pour partir du phare, il lui dit « Je te ramène chez toi ». Et Arthur lui répond « Mais c'est ici chez moi maintenant ». Mais mon ref, il n'y a rien dans ton phare, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'affaires. Toutes tes affaires sont dans ton ancien appartement. Donc là, son père, il s'est barré et il est là, il se retrouve dans le phare avec rien. Parce qu'il a dit « C'est ici mon nouveau chez moi maintenant ». Mais fais un déménagement, enfin, il faut d'abord déménager. Parce que là, il y a littéralement rien dans le phare. Genre, enfin, c'est... Nani. Et du coup, son père insiste bien que cette pièce qui a été condamnée par son grand-père, il ne faut surtout pas y entrer. Du coup, qu'est-ce que fait Arthur à la seconde même où son père est parti? Il essaye d'ouvrir la porte de la pièce interdite. Bien sûr, en vrai, on l'aurait tous fait, non? Quand vraiment on insiste autant sur le « ne fais pas ça ». Mais bien sûr qu'on va le faire! Du coup, il s'est mis dans la merde. Il s'est mis dans une malédiction qui fait qu'il ne vit qu'une journée par an. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait des sauts dans le temps. Au départ, genre, j'étais en mode « Ah, on est vraiment sur un truc surnaturel, fantastique. » Comme j'ai dit tout à l'heure, ça me dérange quand le dénouement final est apporté par quelque chose de surnaturel. Là, on est plongé dans le surnaturel dès le début. C'est-à-dire que dès le début, on apprend qu'il fait des sauts dans le temps et donc on finit par apprendre qu'il ne vit qu'une journée par an pendant 24 ans. Voilà. C'est-à-dire que le phare s'appelle le phare des 24 ans. Il ne vit qu'une journée par an, donc que 24 heures par an pendant 24 ans. Voilà, je pense que Guillaume a un problème avec le numéro 24. Voilà, si tu as un problème, parle-nous-en Guillaume, on va t'écouter. Bref, ce livre, je lui ai mis un vert, mais la fin m'a beaucoup frustrée. J'ai vraiment pas aimé la fin. Je suis pas du tout convaincue. Et on est un peu perdu à la fin parce que je sais pas comment dire sans spoiler. Mais voilà, j'ai pas du tout apprécié la fin et c'est très dommage parce que j'ai réussi à me plonger dedans. Malgré le fait que ce soit quelque chose de très différent que ce que je lis d'habitude. Et que en plus ce soit quelque chose de fantastique alors que moi généralement je n'aime que les histoires rationnelles. Là j'ai quand même réussi à apprécier les choses. Et une fois que tu t'es habitué au fait qu'il ne vit que 24 heures par an et qu'il saute dans le temps au bout d'un moment, t'es en mode bah, ça devient habituel comme pour lui, hein, ça devient habituel. Mais le truc c'est que ouais, la fin est très frustrante et j'ai pas du tout aimé. Et ça m'a complètement sorti du truc. J'ai l'impression d'avoir vécu tout ce livre pour rien. Genre, vraiment, je sais pas comment dire, c'est horrible, j'ai pas envie de spoil, mais genre, je suis vraiment restée sur ma faim et ça m'a un peu fait déchanter et fait perdre mon amour pour le livre. Donc, je garde quand même mon vert parce que j'ai passé un bon moment en le lisant, mais c'est plus un vert qui tire vers le jaune là, parce que la fin, elle mérite un jaune. Non, la fin, elle mérite d'être réécrite. Je vais envoyer un mail à Guillaume, je vais lui dire frère, réécris la fin du livre parce que je suis pas convaincue de ça, je suis pas d'accord, je ne veux pas. Ah oui, par contre, un truc qui me fait beaucoup rire sur la plume d'écriture de Guillaume Musso, c'est qu'il écrit en full passé simple. Mon Dieu. Franchement, c'est le style d'écriture, c'est le temps que tu te dis, non mais en dehors des cours de français, tu n'entendras jamais parler, mais du coup si. Quand c'est des auteurs étrangers et que c'est traduit, c'est rare que ce soit au passé simple. Mais là, vu que c'est un auteur francophone, c'est lui-même qui utilise notre belle langue du français, donc c'est lui-même qui utilise le passé simple. C'est tellement pas naturel, surtout qu'en plus c'est un personnage interne. Donc tu te dis, quand c'est un personnage interne, genre ça fait pas du tout naturel quand il dit « Nous nous fûmes assis dans le banc ». Ah putain.
Bon bah voilà pour ce mois de mars qui a été très constructif, c'est bien, je suis contente. La vidéo est très longue, beaucoup plus longue que ce que je pensais. Je sais pas si le mois prochain ce sera beaucoup plus long, aussi long. Je peux par contre vous faire une petite liste des livres que je compte lire ou que du moins je suis en train de lire pour le mois prochain. En livre audio, je suis en train de relire L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Voilà, je l'avais lu il y a quelques temps, enfin je l'avais écouté il y a quelques temps. Et il faisait partie des livres que j'avais envie de relire, donc du coup je me le suis remis. Donc je suis en train de lire celui-là. En format Kindle, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Ce qu'elle a fait de... Je vais vérifier comment il s'appelle. Greg Olsen. Voilà. Et en livre papier, je ne l'ai pas encore commencé, mais je sais que je vais le lire. Ça s'appelle L'évadé de Simon Wood. Qui est un livre que j'avais lu sur Kindle il y a quelques temps. Ah oui, quand j'ai réinstallé Kindle sur mon téléphone, j'ai perdu tous mes livres que j'avais dessus. J'en avais genre 6 et je voulais les relire et ils ont tous disparu. J'ai réussi à en retrouver 3. Il y a L'évadé de Simon Wood, Tue-moi si tu veux de Adam Croft. Ah, le troisième, c'est Le médium de Julie Salvador. Je ne l'ai pas encore trouvé. Enfin non, je l'ai trouvé, je l'ai juste pas encore acheté. Et le quatrième, ça s'appelle Juste avant de disparaître de Théo Lemâtre, mais je l'ai jamais retrouvé en papier, donc je suis très triste. En attendant, j'ai L'évadé de Simon Wood que je vais relire en livre papier. Je vais essayer aussi de lire pardon, Tue-moi si tu veux de Adam Croft. Si je l'ai pas lu le mois prochain, ça sera pour le mois d'après. En fait, le truc c'est que moi, ma pile à lire, enfin mes lectures sont prévues 5 à l'avance. C'est-à-dire que là, je sais déjà les 5 prochains livres que je vais lire. Donc voilà, les gens ils sont en mode à chaque fois je sais pas quoi choisir, quoi lire après et tout. Moi je suis en mode mais j'ai déjà tout prévu en avance. Donc là au moins pour le mois d'avril on aura sur du coup L'énigme de la chambre 622, Ce qu'elle a fait et L'évadé. Il y aura ces 3 là sur et après à voir si jamais je pense que je vais finir tôt parce que là les 2 premiers j'en suis quand même à au moins la moitié donc d'ici avril je les aurai largement terminés et j'aurai le temps d'en terminer d'autres. Voilà, notamment en livre audio. Les livres audio. Là, par exemple, ce mois-ci, en livre audio, j'en avais lu 3. J'avais lu... Amsterdam, c'était en février. J'avais lu La maison des voix, Ne t'enfuis plus. Ah, that's it. Ah oui, parce que La voix des disparus, je l'ai lu sur Kindle. Donc là, j'ai réussi à lire 2 livres audio en un mois. Donc, on est large. On est large. Voilà, et ben, je suis contente. J'espère que ce nouveau ancien format remis à jour sera bien. J'espère réussir à m'y tenir cette fois. Normalement, ça devrait le faire parce que je vais bien et que... Enfin, je vais bien. Non, je vais mieux qu'à l'époque où j'avais commencé à le faire. Et que j'aime beaucoup faire ce concept-là. Si jamais un jour je décide d'arrêter, ben j'arrêterai. En attendant, tant que j'ai envie de le faire, je vais le faire. En espérant que ça vous plaise. Comme j'ai dit, je vais quand même essayer de diversifier mes lectures. Notamment dans les genres. Évidemment, je vais toujours facilement me retourner dans les thrillers, dans les polars et dans les trucs comme ça, mais je vais essayer de temps en temps de sortir de mes sentiers battus. J'ai une idée en tête, notamment d'un livre que j'ai envie de lire depuis quelques temps. Je ne vous dis pas lequel pour l'instant, mais qui est totalement aux antipodes de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc on verra bien si ça me plaît, si ça me plaît pas. Et j'essayerai de nouveaux styles. Je m'essayerai à la fantasy, à la science-fiction, à la romance, à ces trucs-là. Je vais essayer un petit peu tous les styles. Faut pas mourir bête. Voilà. Donc, je vous dis rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo bibliothèque. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos bibliothèque. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai laissé mes anciennes vidéos bibliothèque qui sont beaucoup moins travaillées et un peu plus... Voilà, parce que j'avais des notes beaucoup moins... Déjà, il y en avait beaucoup, j'avais pas de notes. Là, j'ai fait en sorte de vraiment faire des notes et de noter tout ce que je voulais dire sur les livres pour ne rien oublier. Alors, ok, c'est dans le désordre, mais au moins, j'ai dit tout ce que je voulais dire sur les livres. Voilà. Et j'ai oublié le début de ma phrase encore. Ça m'arrive tout le temps, j'en ai marre. Bref, n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos bibliothèque. Sur ce, je vous dis bonne journée et au revoir.